toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ben écoutez, j'espère que moi aussi, parce que lundi matin je reçois mon canapé lit, que je ne vais pas pouvoir utiliser. Faut que je finisse de coller, là demain, on va essayer de finir de coller la tapisserie dans la chambre de mon fils, pour que je puisse attaquer mon salon, et après j'aurai fini ma maison, ouf. Oui, ben voilà, là j'ai paillettes, n'est-ce pas? Parce que du coup, vu que j'avais l'autre depuis un moment, ben bien sûr, madame a fait sa jalouse. C'est pas beau, hein? Ah ouais, mais c'est beau. C'est comme moi, c'est pas beau, mais c'est beau. Ah ouais. C'est beau intérieurement. Bon, moi, les gâtés de mes chiens, ça vaut tous les gâtés du monde. Ah oui. Non, à part ceux de mes enfants, mais il m'en faut pas. Donc, du coup. Donc, aujourd'hui, nous allons faire planète. J'ai des articles que je vous ai dit sur les faussaires, pas les trois quarts, mais souvent, d'ailleurs comme pour les tableaux, comme pour tout, ils se rendent compte après que c'était des faussaires, quoi, fait que c'était des faux, quoi. Alors, scienceavenir.fr, les archéologues du futur ne retrouveront aucune trace de nos bâtiments actuels. Eh ouais. Si le béton est le matériau de choix pour construire nos bâtiments, il est également très polluant. Aucun rapport avec les archéologues du futur, ne retrouveront aucune trace de nos bâtiments actuels. Ouais, ça commence bien l'article. Oh là, je sens que ça va être compliqué. Alors, en fait, aujourd'hui, lorsqu'un bâtiment est construit, il doit respecter des règlements qui prévoient sa durée de vie. Pour les grands ouvrages d'art, elle est de 120 ans. Ah, c'est d'accord, obsolescence programmée. Alors, tous les immeubles d'habitation qui ont été construits il y a 50 ans ont été conçus pour 50 ans. Merde. Putain, dans des années 70, mon immeuble. Mais c'est mort. Je vais me retrouver à la rue. Même pour les édifices religieux, la philosophie a changé. Non, mais tu dis de la merde, là. Il y a 50 ans, ils n'étaient pas conçus pour 50 ans. Fait, franchement, non, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es près la Rouvière. Putain, le truc, il y a 800 000 personnes qui habitent là-dedans. Putain, ça fait 50 ans qu'il est construit, le truc. Alors, pour rendre le béton moins polluant, la première alternative consiste à substituer les combustibles en incorporant un maximum de déchets, des pneus, des farines animales, bref, tout ce qui est possible. Ouais, tu connais la... C'est quoi la dioxine? Non, non, mais mort de rire. Ah, la fille, elle croit que le tuyau, il part direct dans l'espace. Le tuyau des cheminées. Ah ouais, non, non, mais... Ah ouais, tu peux tout y mettre. Ah bah ouais, ma foi, écoute, attends, des pneus, Ah bah ouais, écoute. Ah bah non, parce qu'on respire pas l'air qui sort des cheminées. Ah bah non, pas du tout. Non, mais c'est une blague. Ah, les hauts fourneaux vont bientôt être interdits en Europe. À cause de la pollution. Oh putain, bah ouais, d'accord. Ah bah ils seront contents, les écolos. On fera encore moins d'émissions de CO2. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. On n'aura plus rien. Ah non, mais mort de rire. Ah ouais, on peut brûler des pneus, tout ce qui est possible de brûler, des déchets pharmaceutiques et tout. Ah, ça me faut. Ah bah oui, non, mais attends. Attends, c'est pas la dioxine? Je suis sûre que c'est la dioxine. Voilà. Les principales sources d'émissions de dioxine sont l'incinération de déchets et de boue, le chauffage, les feux de bois, l'incendie, le brûlage de câbles, le blanchiment du papier. Ah ben c'est bien. Alors, et donc, voilà. Et donc ça, quoi comme effet? Alors, dioxine et cancer. Ah ben voilà. Et donc, toxicité fétale, malformation congénitale, altération du développement de l'enfant, troubles endocriniens. Oh bah oui, oh bah c'est magnifique. Elle qui voulait être écolo pour réduire l'impact des polluants du béton. Ah bah oui, non, c'est sûr. Ah, je vous dis, quand j'ai fait planète, les trucs comme ça, écologie, science, mais on est sur du 8, 12, 15, des fois 20 cerveaux. Ah oui, non, non, mais... Déchets industriels, plastiques, pesticides, le Gange, l'un des fleuves les plus sacrés et pollués du monde. Ah ben alors ça, écoute-moi, moi je suis sûre que je rentre dans le Gange. Alors déjà, je ressors, tu vois, j'ai une espèce de croûte, je passe sur la peau, tu vois. Je crois que je deviens chauve, comme les moines là-bas. D'ailleurs, les bouddhistes, tu vois. Non, non, mais... Et ouais, je crois que je me vide. Hein. Ah ouais, non, mais alors les mecs, ils font tout dedans. Ils se lavent, les cendres des morts, là, je sais pas quoi, les vaches, elles meurent, ils font leurs ablutions, là, je sais pas de quoi. Ah ouais, non, mais c'est du... Franchement, c'est ça, le l'Inde. C'est pour ça qu'au début, je voulais partir en Inde, et puis j'ai réfléchi, j'ai dit non,
Je préfère mieux le Cambodge parce que le Vietnam, agent orange et tout. Et donc, je me suis dit, peut-être le Cambodge, pas trop mal. Tu vois, voilà. Ah ouais, il est devenu le pays le plus peuplé du monde. Ah oui, ah bah oui, c'est sûr que le système d'assainissement est à la traîne. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais je me dis, tu vois, les pays comme ça, ils le savent quand même ils le savent pas que, puisqu'ils en sont malades et tout, fait bon, ils ont 3 bras, 4 jambes, ils se posent pas des questions en se disant, bon, par exemple, la bouteille en plastique, au lieu de la laisser flotter, tu vois, sur le Gange, ou le sac poubelle, j'en sais rien, les déchets et tout, pourquoi tu les ramasses pas? Tu vois, toi-même, en tant que citoyen indien, tu vois? Baratier. Baraté. Et ouais, c'est des baratés maintenant. Et des barataines. Alors. Ah ouais, la pollution plastique. Ah ouais, non, c'est sûr. Depuis quand? Ces 10 dernières... Ah bah oui, il était dans s'en apercevoir. 600 millions d'habitants et son eau est utilisée lors des cérémonies et des rites. Néanmoins, le fleuve n'en demeure pas moins l'un des plus contaminés. Déchets industriels, plastiques, pesticides toxiques, milliards de litres d'effluents humains. Eh oui, parce que, eh oui, ils ont pas de centrale d'épuration. Eh ouais. Ah ouais, non, c'est merveilleux, hein. Ah ouais, tu te baignes, c'est pire qu'à la Pointe Rouge. Ah ouais, à la Pointe Rouge, t'es une fois l'abricotier, laissez tomber. Ah ouais, ouais, ouais. C'était dégueulasse. Ah ouais, non mais. Un réservoir d'eau fossile vieux de 6 millions d'années découvert en Italie. Une étude récente. Ah, d'accord. J'en ai marre des études. Annonce la découverte d'un important réservoir d'eau douce piégé sous la croûte terrestre, sous la chaîne de montagne. Comment ils le savent? La formation de ce plan d'eau remonte à la crise de salinité messinienne. Comment ils le savent? Une période au cours de laquelle la mer Méditerranée s'est asséchée. Comment ils le savent? Ben ouais, comment tu le sais? Puisque maintenant, tout ce qui était asséché, c'est sous la mer. Donc comment tu peux le savoir? En raison de refroidissement global. Mais non, tu t'es trompé, ça n'existe pas. C'est ça, hein, l'événement a été déclenché par un refroidissement global qui a entraîné la formation de calottes glaciaires et de glaciers. Pourtant, je vais te dire, quand l'eau là, toujours pas monté. Hein. Non, parce que depuis que, alors, au temps où il y avait plus de glace que maintenant, hein, au Groenland, on est ok, les glaciers vachement plus nombreux et tout. Depuis que ça s'est décongelé, l'eau elle a pas monté. Donc là, je vois pas comment, en glaçant, ça a pu faire descendre l'eau de la mer. Puisqu'en fondant, ça la fait pas monter. Tu vois En conséquence, le niveau de la mer a chuté d'environ 2400 mètres en dessous des niveaux actuels. Et comment tu peux le savoir? L'exposition des fonds marins à l'atmosphère a finalement créé un environnement propice à l'infiltration d'eau. Non, mais ça peut être ça encore rapport à la choucroute. Il y a un toyo là aussi, tu vois qui abrite plusieurs puits profonds et est connu pour ses réserves de pétrole. D'accord? En utilisant des données accessibles au public provenant de ces puits, les chercheurs ont pu construire des modèles 3D de l'aquifère. Il est estimé qu'il contient environ 17,5 km. Mais comment tu le sais? En récoltant des données accessibles au public provenant de ces puits. La bonne nouvelle est que ces réservoirs, qui représentent des vestiges géologiques intrigants, suscitent également un intérêt croissant en tant que source potentielle d'eau douce exploitable pour répondre aux besoins contemporains. Ah bah oui, c'est sûr. Midi libre. C'est la première fois en 30 ans de recherche, des scientifiques s'étonnent de la découverte d'un dauphin avec des pouces. Ah, fais du stop. Non, mais... tu as une dauphin au bord de la route. Bon, s'il vous plaît, voilà, vous allez où putain, à Paris. Ah non, écoutez, mais il n'y a pas de mer à Paris. Cet animal a de quoi surprendre. Cet été, un petit dauphin a été observé et photographié à 2 reprises dans les eaux au large de la Grèce. Ce dernier a une particularité bien spécifique. Il est doté de nageoires pectorales avec la forme de pouce. Ah d'accord. Ah, je croyais qu'il avait un pouce. Non, mais c'est... Alors, attends. Mais non, on le voit. On le porte de loin. Bon, ça va être compliqué de voir une dauphin, là, hein, les gars. Non, parce que avec une drone, ah bah oui, c'est sûr, au-dessus d'un bateau. Alors, franchement, s'ils me font pas un arrêt sur image avec une espèce de... Tu vois, je crois que je vais pas le voir, le coup, ça. 1000 individus dans le golfe. Ah, c'est bien. Ah, bah, il y en a beaucoup.
Ben non, pourtant c'était la nageoire pectorale. Il est doté de nageoire. Ben on l'a pas vu. Non, mais je vous dis, ils nous prennent pour des cons, hein, dans leur vidéo, là. Aïe, sur les clichés, on discerne bien cette forme très anormale des nageoires de dauphin. Ben j'ai rien vu, moi. Ils te parlent des trucs, mais ils te mettent pas la photo. Non, non, mais mort de rire. Toi, tu le vois, le pouce. Attends. Ce dauphin avec pouce est issu de l'espèce des dauphins rayés. Ben, on l'a pas vu la photo encore. Ça, c'est comme le cochon moitié cochon chinois et moitié sanglier qu'on n'a pas vu. Ah ouais, parce que le mec, c'était un photographe. Il avait pris 50 millions de photos, mais il a pas été capable de mettre la photo dans l'article. Ah ouais. Un peu d'histoire. Oui, non, parce que je fais aussi histoire, là, dans Planète. Les Congos de Guadeloupe, révéler ce qui est resté caché. Ah ouais. L'abolition définitive de l'esclavage en 1848 pousse les colons à se tourner vers une nouvelle main-d'œuvre, d'abord européenne, puis capverdienne et indienne. Cette main-d'œuvre va à nouveau concerner l'Afrique et même se concentrer sur le Congo entre 1858 et 1861. Des Congos qui vont, pour la plupart, se faire discrets dans un pays où la société créole, déjà bien constituée, va les rejeter. Ils vont alors incarner le nom de leur pays d'origine en cachant leur véritable identité. Mais aujourd'hui encore, leur patronyme rappelle qui ils sont vraiment. Oui, voilà, par exemple, ça me dégoûte. Vous voyez, l'esclavage et tout. Blanc, noir, 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 arabe, noir, arabe, c'est pareil. Alors, 1848 s'en va et laisse des colonies françaises bouleversées par ce virage qui n'est pas seulement politique ou économique et trouve ses arpents dans toutes les nervures de la société coloniale. Ah, j'ai le hockey. Ah, j'ai le hockey, ça va être compliqué. Les nouveaux travailleurs qui arriveront sur les plantations, ah ouais, c'est les plantations, seront sous contrat. Ah oui, F2 News, il m'a fait rire. Il a regardé le nouveau gouvernement, là, Attal. Oh, sur le site du gouvernement, il est écrit depuis le 13 janvier 202. Ah, je vous jure, on est ridicule. Alors, les recruteurs vont ensuite à Madère et engagent 300 personnes. Ok. Alors, faire venir 10 000 Africains durant près de 6 années. Non, et ça va. Bah, ils sont venus en touriste. Ah ouais, c'est une bonne chose, l'esclavage. Très vite, c'est sur le Congo que se porte l'heure dévolue. On cherche même alors parmi les peuples du Congo des personnes qui ne soient pas trop difficiles à gérer. Oh bah oui. Le contrat prévoit effectivement qu'un salaire leur soit versé, mais il est vraiment basique. Ouais, un peu comme chez nous maintenant. Leurs conditions de travail et de vie sont d'ailleurs précaires. Non, mais ça va, ils ont été bien traités. Oh! Nous, on traite bien les bambous là, hein, oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Trop noir par rapport à eux. Ils étaient trop blancs. Et ça, les noirs qui sont racistes envers d'autres noirs. Putain. Vous voyez, ça me fait trop de la peine. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est, vous voyez dans son regard que franchement, il est dégoûté en vérité. Voilà. Ça me fait trop de la peine. Un nom qui ne peut pas s'effacer. Alors, c'est quoi leur nom? Nzala, mais Anzala, Ngoloma, mais Angloma. On dit bien Mayeko, Masembo, Makaya ou Makaya, Sumbo, Panzuzu, et tant d'autres. D'accord. Eh ben voilà, maintenant vous le savez. Découverte d'une forteresse de plus de 8000 ans qui bouleverse nos connaissances sur la préhistoire. Futurascience.com. Alors, sur la base de nouvelles datations, une étude révèle que la forteresse d'Amnia, située dans la taïga sibérienne, serait en réalité bien plus ancienne qu'on ne le pensait. Construite il y a environ 8000 ans, il s'agirait même de la plus vieille place forte au monde. Cette structure complexe, composée de multiples défenses, palissades, talus et fossés, en aurait fait une place forte bien défendue. Ah, bientôt, vous allez voir qu'ils vont dire que les pyramides, ça a été construit avec des tractopelles. Voilà, une construction témoigne d'un savoir-faire important que les experts ont jusqu'à présent associé à une période éloignée de seulement quelques milliers d'années. Eh ben pourquoi? Là, c'est 8000 ans, c'est quelques milliers d'années. Erreur. Elle n'est que de quelques milliers d'années, 8000 ans. Cette structure défensive complexe aurait donc été construite bien avant que les premières forteresses n'apparaissent dans les restes de l'Europe. Une révélation que remet en question notre vision des capacités des communautés de chasseurs-cueilleurs. Ah ouais, non mais... Ah, alors attendez, le radiocarbone, c'est pas le nouveau nom du carbone 14? Non, parce que du coup, c'est quoi le radiocarbone? Ouais, c'est ça, c'est le carbone 14. Eh, ils ont changé le nom.
Pour que ça fasse mieux, mais on le sait que le carbone 14, la datation au carbone 14, elle est bidon. Hein, ma foi. Parce que selon la situation, selon le carbone, il se décompose pas le 14, il se décompose pas de la même façon, enfin, à la même vitesse. Non, non, mais lol. Je le savais que c'était, voilà, parce qu'on en est toujours là. D'accord, ok. Pour un truc qui ne fonctionne pas. D'accord, ok. Des artefacts retrouvés sur le site. Le chercheur a en effet découvert de nombreux restes de poterie décorée qui servaient visiblement à préserver l'huile et la viande de rennes, mais également le poisson pêché dans la rivière située. Ils en ont toute leur vie. Ouais, ils se brossaient les dents 3 fois par jour. Ouais, non, il y en avait un, il était un peu constipé. Ah ouais, non, mais malgré les rudes conditions les cas, d'accord, des communautés de chasseurs-cueilleurs plus évoluées qu'on ne le pensait. Ah bah oui, mais tu penses pas beaucoup, mon chéri, je te le dis. Non, non, mais je te dis, bientôt, ils vont dire, ouais, les pyramides, le mec, il avait une joystick. Avec un cristal, il soulevait les pierres. Ouais, non, non, mais... Géo.fr, l'extraordinaire histoire de ces manuscrits du 1er siècle après Jésus-Christ découverts en Jordanie. En 1961, des découvertes archéologiques en lien avec la manière dont était régie la société de Pétra au 1er siècle après Jésus-Christ ont eu lieu sur le site archéologique niché dans une vallée dans le sud de la Jordanie. Archaeonews revient sur l'histoire remarquable de ces documents désormais en la possession de l'autorité israélienne des antiquités. Quel rapport? Non, mais quel rapport? Ouais, ils se prennent tout. Ouais, non, tranquille, quoi. On l'appelle la cité vermeille, en raison de la couleur prédominante du grès local. Petra. Ah ouais, c'est magnifique, Petra. Là où a été tourné Indiana Jones. Ah ouais. Une ville nabatéenne pré-islamique. Ça, je me dis, putain, t'imagines les mecs qui ont construit ça. Alors, si vous voulez le voir, il y a un documentaire produit par la chaîne américaine Smithsonian Channel qui s'est intéressé de près à ces artefacts. Dans ce programme accessible sur la plateforme YouTube, on apprend que la nabatéenne, dont l'histoire est retracée, possédait des vergers, des palmiers, des machins, et ok. Et donc, alors, les femmes avaient un véritable pouvoir d'action. Ben oui, c'est sûr. Bah, c'est quand il est arrivé la religion, hein. Ah ouais. Notre Dieu. Ah ouais, non, qu'on s'est retrouvé traité ah ouais, comme des mouilles curriers. Ah ouais, non, parce qu'en vrai, c'était plutôt, tu vois, c'était Gaïa, c'était, tu vois, il y avait des déesses, il y avait des femmes qui régissaient des tribus entières. Tu vois, non, on avait quand même un certain niveau, tu vois, limite Amazon, tu vois. Et après, dès que la religion est arrivée, les hommes, ils ont pris le pouvoir. Eh ouais. Dans le nord du Japon, des tonnes de poissons échoués, beaucoup de questions. Ces derniers temps, une quantité impressionnante de sardines et de maquereaux se sont échoués sur des plages de Hokkaido, dans le nord de l'archipel, alors que les médias étrangers pointent le rejet de l'eau contaminée de Fukushima. Non, je pense pas. C'est bio, l'eau contaminée de Fukushima. Moi, je pense pas que ça les tue, hein. La presse japonaise note que tout peut s'expliquer pour des raisons naturelles. Ah oui, c'est sûr. Et que le phénomène ne serait pas si exceptionnel. Ah bah oui, moi souvent, hein, quand on va à la Pointe Rouge, on a des milliards et des milliards de poissons échoués sur les plages. Ah bah oui, c'est connu, hein, vous connaissez, bien sûr. Que se passe-t-il dans les fonds marins japonais, dans le sud de l'île de Hokkaido, dans le nord du Japon? Les habitants voient ces derniers jours des sardines et maquereaux s'échouer massivement sur des plages. Ainsi, dans la ville d'Ezashi, qui donne sur la mer du Japon ou mer de l'Est, des pêcheurs locaux ont trouvé une tonne de sardines mortes. Ah ouais, ils sont pas marseillais, c'est vraiment une tonne. Ouais, non, parce que des fois on dit, oh putain, elle pèse une tonne, elle. Mais alors, les autorités locales appellent à ne pas consommer ces poissons tant que la cause de la mort est inconnue. Ah oui, c'est sûr. Ouais, déjà, s'ils sont morts échoués sur une plage, tu vas pas aller le manger. Tu vois, voilà. Cet incident fait suite à un phénomène similaire, mais d'une plus grande ampleur, constaté le 7 décembre. Oui, d'accord, 1200 tonnes. Hein? 1200 tonnes. Il ne vaut plus avoir de poissons. Ah ouais, non. Oh my god. Futurascience.com. À Madagascar, d'étranges peintures rupestres font le lien entre des formes d'art issues de plusieurs continents. Eh ouais. C'est sûr. Ça me rappelle le lion. Après 10 ans d'études minutieuses, un consortium international de scientifiques, ouais, d'accord, a réussi à décrypter de mystérieux symboles découverts dans une grotte de Madagascar en s'appuyant sur de nombreuses sources, d'accord,
Les historiens ont tracé des parallèles avec des cultures. Alors, attends, fais voir les... Non, alors. Est-ce qu'on a les photos? Alors, des dizaines de symptômes. Des murs de la grotte d'Andriamamelo. Ah, dirait... Qu'est-ce que c'est? Non, franchement. Non, ils vous prennent pour des cons. Non, non, ils vous prennent... Quand je vous disais que quand ils photographient, enfin, quand ils trouvent des peintures rupestres dans des pays étrangers, elles sont toujours dégueulasses et que nous, nos grottes de Lascaux, elles sont merveilleusement bien dessinées. Non, non, mais... Non, non, vraiment, c'est du n'importe quoi. Alors, et donc, ça représente quoi? Ah, il y a des méduses. Ouais, le mec, il s'est fait délire sur les méduses. Alors, l'équipe composée de malgaches, britanniques, américains, ok, une étude universitaire, et puis identifier plusieurs esquisses renvoyant à des divinités égyptiennes. Une figure humanoïde à figure de canidé rappelle le dieu des nécropoles Anubis. Non, mais ça c'est comme ceux qui voient des dinosaures dans les nuages, tu vois. Un oiseau anthropomorphe renvoie au dieu scribe Thoth, tandis qu'une sorte de faucon s'apparente à Horus. Non, non, parce que je vais vous la mettre bien comme il faut. Non, non, parce que là, je vous ai dit ce qu'ils ont vu dedans. Et donc, vous allez me dire, vous allez voir que, franchement, il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Ouais, ouais, je sais pas ce qu'ils ont vu, mais en tout cas, c'était pas ce qu'il y avait sur le mur. Et après, je vais finir sur mes trucs que je vous ai dit, là, mes fossoyeurs. Alors, Géo.fr, les antiques guerriers scythes fabriquaient bien du cuir à partir de peau humaine. Bah oui, le silence des agneaux. C'est magnifique. Hérodote l'écrivait dans ses textes. Les Scythes, ouais, utilisaient autrefois la peau de leur ennemi pour fabriquer des trophées en cuir tels que des étuis de carquois. Oh bah oui, écoute, des petits sacs. Joli petit sac à bandoulière. Or, l'analyse de ces objets scythes semble aujourd'hui confirmer les légendes sur ces redoutables combattants des steppes de l'Antiquité. Ah d'accord, c'était dans les steppes, ok. Qui étaient les Scythes, ces redoutables nomades à cheval? Ben, des redoutables nomades à cheval. Les Scythes étaient des peuples d'origine indo-européenne qui ont occupé au cours de l'Antiquité, 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, les vastes steppes eurasiennes, l'Ukraine, la Russie méridionale, le Kazakhstan, principalement, et d'autres parties de l'Asie centrale. Leur mode de vie nomade est distinctif, les faisant sans arrêt voyager entre l'Orient et l'Occident, est l'une des raisons pour lesquelles ils ont laissé une empreinte importante dans l'histoire ancienne. Ah bon, d'accord, je connaissais même pas. Un Scythe boit le sang du premier homme qu'il a terrassé. Il apporte, c'est très riche en fer. Ah ouais. Il apporte les têtes de tous ceux qu'il a tués au combat à son roi, car s'il apporte une tête, il reçoit une part du butin pris, mais pas autrement. D'accord. Il écorche la tête, garde la peau. Il n'y a pas beaucoup de peau sur la tête, hein. Eh oui, les cheveux. Ah, c'est à poil. C'est carquois à poil. Eh ouais, non, c'est carquois à poil. Quoi en poil? Ah ouais, c'est dur à dire. Pour s'en servir comme serviette. Ah d'accord. Ouais, c'est original. L'attachant au bridon du cheval qui monte lui-même. Ben oui, c'est sûr. En étant fier. En étant fier. En étant fier. Point mort. Bon fait. Car celui qui a le plus de cuir chevelu pour serviette est considéré comme le meilleur homme. D'accord. Ok. La Terre au pari-hélie, qu'est-ce que cela veut dire? Au cours d'une année, la distance entre la Terre et le Soleil varie. Le 3 janvier 2024, la Terre était au plus près du Soleil. Ah mais peut-être c'est pour ça qu'il fait peu chaud cette année, tu vois. La Terre était à son périhélie, sa distance la plus proche du Soleil. Plus exactement, la distance du centre de la Terre. Ah d'accord. Au centre du Soleil était alors de 147 millions. Oui, c'est ça, il est à 147 millions de kilomètres. Alors que le 16 juillet 2024, la Terre sera à environ 152 millions. Ah ouais. Entre l'éphélie et la périhélie, il y a une différence de 5 millions de kilomètres. Ah, je te crois. Hein.
Ah ouais, je te crois. Et ça, j'ai lu ça, j'ai halluciné. Ah ouais, ça y est, fini. Alors, rhinocéros laineux, des crottes préhistoriques révèlent de nouvelles informations sur cette espèce perdue. Et chez eux, il y a tout qui est laineux. Ah ouais, non, il y a les éléphants laineux, Quoique l'autre, il avait des cochons laineux, hein, le pote à Papacito, que d'ailleurs, il a laissé dans la merde. Que maintenant, il est en train de se faire décimer son cheptel, je sais pas comment on dit, de cochons. Non, non, mais cette espèce préhistorique se baladait dans les steppes enneigées de l'Europe il y a une demi-million d'années, mais on en sait peu sur elle. C'est grâce à l'analyse des excréments fossilisés de... C'est pourquoi il a fait caca là où il est mort? Non, je sais pas, parce que comment tu sais que c'est excréments? À part d'avoir trouvé une carcasse avec des crottes à côté. Il y a quoi, peut-être, c'est pas les siennes, tu vois, c'est celle de notre animal, en fait. D'excréments fossilisés de ces prédateurs de l'époque, comme les hyènes. Hein? Hein? J'ai pas compris. Comment? C'est grâce à l'analyse d'excréments fossilisés de ces prédateurs de l'époque. Ah, d'accord. Ok. Donc, ils ont pris une hyène, il y a deux demi-millions d'années, dans son caca, ils ont su fossiliser. Non, non, mais fossiliser, c'est-à-dire il est devenu de la pierre, le truc. Ils ont réussi à retrouver, à pouvoir parler des rhinocéros laineux. À savoir la vie du rhinocéros laineux. D'accord. Non, c'est bien, c'est bien. On apprend tous les jours. Le rhinocéros laineux, une sorte de rhinocéros géant de 2 mètres de haut et de plus de 3 mètres de long, dont la peau sèche et craquelée aurait été recouverte de poils longs. Bon, pourquoi ils ont retrouvé de la peau de rhinocéros géant? D'accord. Pourquoi pas? Avec le mammouth, le dodo et autres tigres à dents de sabre. Il fait partie des animaux millénaires. Ok. Ouais, c'est ça. Les excréments de hyènes et des cavernes révèlent leurs secrets. Ah, c'est-à-dire que moi, j'imagine tourne-dos à midi. Dans mes excréments, tu vas pouvoir fossiliser. Tu vas pouvoir retracer la vie de la vache. C'est ça. Ah, putain. Ah non. Mais des tests ADN sur de la pierre. Comment tu veux le faire, en fait? La fossilisation, mon chéri, ça devient de la pierre, en fait. Géo.fr, une mystérieuse inscription sur un ancien sphinx de la région de Dacie, en fait déchiffré. Ah bah oui, si ça fait comme l'autre. Ah d'accord. Après avoir été retrouvée au 19e siècle, la statue a été volée à un comte européen vers 1848. Le sphinx n'a jamais été retrouvé, mais un dessin très détaillé de l'artefact a été conservé. D'accord. Alors, les chercheurs ont déterminé que l'inscription a été écrite en utilisant l'alphabet grec archaïque, hébraïque. Cependant, les valeurs phonétiques de l'alphabet grec donnent un texte qui n'a pas de sens dans la langue grecque. Et ouais, donc ils en ont inventé une autre. C'est le grec archaïque. C'est pour cette raison que la signification de cette citation laisse les experts perplexes depuis la découverte de l'artefact. Ok. Alors, je vais vous prendre là aussi le screenshot et je vous le mettrai parce que franchement, pour le montrer sur ma webcam, en plus, sur mon téléphone, ça va être compliqué. Alors, comme ça, au moins, vous aurez de belles photos, cette fois-ci, pour illustrer ma vidéo. Oh, ça fait intime, là aussi, encore, hein. Oh, la Lou. Allez, je commence sur le strip. Je vais avoir des vues. Oh my god. Bon, mais alors, j'en suis. Et donc, ça voudrait dire quoi? Là, parce qu'au moins, la chute, tu vois. Comme le rapport... Oui, d'accord. Ah, Archeo News, encore. Eh ben, le scribe a probablement tenté d'exprimer quelque chose dans une langue autre que le grec. D'accord. Mais donc, serait un étrange poème écrit en proto-hongrois. Un poème? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. D'un court poème. Ah ouais, ça c'est sûr qu'il est court. Ça c'est sûr qu'il est court. Alors, Low Behold Worship. Low Behold Worship. Worship. Qu'est-ce qu'il raconte? Y a pas ça sur le... Non, mais attendez, c'est bien la bonne photo.
La citation située sous le sphinx serait un étrange poème écrit en proto. Là, c'est une blague. Il y a 4 lettres. Et ça, c'est worship. Worship, c'est proto-hongrois. Allez. Je suis fatiguée. Pourquoi vous me fatiguez comme ça? C'est pas gentil. Je vous ai rien fait. Alors, vous avez vu les peintures piou-piou, hein, d'accord? Que je vous disais la dernière fois. Voilà. Voyez? Quand je vous disais... Ah, je vais les mettre dans la vidéo aussi, vous allez voir. Attendez, je vais tourner. Quand je vous disais qu'on voit la queue de la vache avec des cornes fines, mâchées et tout. Voilà, bon, vous verrez qu'un aperçu, mais vous verrez la queue et les cornes de la vache. Et que je vous disais qu'ils nous prennent pour des cons. Voilà. Comment tu veux faire ça avec des doigts, de la boue et sans lumière? Ah ouais, non, parce qu'il faut pas de lumière. Parce que lumière égale suie, égale mur tout noir, tu vois. Découverte en 1901. Oui, parce qu'avant, on n'a jamais rien découvert. Alors, mammouth et surtout des bisons. Voilà. Vous avez vu les dessins de tout à l'heure? Non, mais... bon, il fallait voir mon lion de la dernière fois. Ah, ouais, non. Qui était composé de manganèse et d'oxyde de fer. À l'instar... Regarde-moi ça. Non, mais... c'est une blague, en fait. C'est la blague à Toto. Ah ouais, mais nous, être de lumière, tu comprends? Donc... Ah oui, alors ça, c'est le système pour dater. En utilisant la photographie en lumière visible et infrarouge, les rayons X et la spectroscopie micro-Raman, ils ont détecté des composés à base de carbone en dessous du décor des galeries principales de la grotte. Bon ben voilà, donc du coup ils ont pu... Non mais lol. Ah, vous verrez la comparaison. Non mais... moi je me dis, il y a des soucis. Et donc, on va finir par... Et on va finir par ça. Par tous ces petits articles. Hypothèse.org, parution, Vrain Lucas, histoire d'un incroyable faussaire. Voici le récit de la plus incroyable arnaque perpétrée par le plus grand faussaire en écriture jamais épinglée. Plus de 27 000 fausses lettres de célébrités allant de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Cette stupéfiante affaire qui se déroule sous le Second Empire n'aurait pu se développer sans l'extraordinaire engouement suscité au XIXe siècle par les autographes de personnages illustres. Et voilà, donc ça c'est une partie. Une fausse lettre de Cléopâtre. Ah non, mon Dieu. Ah putain. Imite des correspondances scientifiques, centre d'intérêt initial de Châles. On trouve également des lettres de grands personnages historiques comme Alexandre le Grand, Vercingétorix, Charles Martel ou Charlemagne. Ah ouais. Ok, ensuite, non, parce qu'on va pas, voilà, je vais vous dire juste leur fait d'armes, on va dire, pour vous dire comme quoi, il y a des faussaires de partout. Donc quand ils vous disent que, ouais, ils ont fait une découverte, machin et tout, des fois c'est des faussaires. De Jérusalem à Salomon, fraudeur d'antiquité en Israël. Sciencepresse.qc.ca. Alors, Jacques frère... Ah oui, le lecteur se souvient peut-être de ce tombeau de Jacques frère de Jésus qui, retrouvé en 2003 en Israël, s'est finalement avéré être faux. Mais ce tombeau n'était que la pointe de l'iceberg. Fin décembre, 5 fraudeurs archéologiques ont été condamnés devant un tribunal israélien. Au même moment, le musée d'Israël à Jérusalem retirait de son exposition un de ses plus précieux artefacts, une grenade, le fruit pas l'arme, en ivoire dont l'inscription proclame qu'elle a été utilisée par les prêtres du temple de Salomon il y a donc entre 25 et 30 siècles. Malheureusement, c'est un faux. Ah bah oui. Et comme ils en ont envoyé d'autres, la communauté archéologique israélienne s'est lancée ces derniers mois dans un difficile débat. Comment les artefacts devraient-ils être authentifiés? Eh ouais. Question de pépette, telle que cette grenade n'est-elle demandée à la dernière minute que pour donner un semblant de justification à un achat de 550 000 $? Bon oui. Voilà.
Jacques le tombeau. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, des paléographes, spécialistes des écritures anciennes, et des archéologues l'ont déclaré aussitôt authentique, tandis que d'autres ont affirmé qu'il s'agissait de faux. Et c'était Yuval Goren. Non, ça va, on me voit encore. Bientôt, je vais disparaître dans les limbes. Alors, INRAP.fr, la place du faux en archéologie. Oh bah oui. Alors, pour découvrir l'archéologie d'aujourd'hui, ces sciences connexes, mais aussi approcher et décrypter ce que la discipline recouvre de concepts, de modèles, Carbone 14, le magazine, bah oui. Le faux est inhérent à l'archéologie, le contrefait, l'apocryphe ou la fraude concerne tous les champs du domaine, et cela dès la genèse de la discipline archéologique. Eh ouais, plus de 70% des objets aztèques, mayas ou incas passant dans les salles des ventes par le monde seraient des faux. Il en va très probablement de même pour bien d'autres civilisations. Eh oui. L'appât du gain, les faussaires, l'archéologie peuvent aussi parfois se cacher derrière l'honorabilité. Ce fut le cas d'un grand chercheur japonais démasqué en train d'introduire de faux objets dans sa fouille. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. En cela, Vaison de Pradène, qui publia en 1932 les fraudes en archéologie préhistorique, est un pionnier. Son ouvrage depuis longtemps introuvable demeure magistral. Ouais, il me reste 5 minutes, je vais pas éclairer la grande lampe parce qu'il faut que je me lève et j'ai l'autre, elle est assise sur mes genoux et je vais pas la bouger. Alors l'autre c'est Vanille. Exportation d'archéologie mésopotamienne à Londres, une vraie histoire de faux. Ben oui, bien sûr. Voilà, 2 conteneurs recelés, 190 cylindres, statuettes ou tablettes cunéiformes. Le British Museum vient de rendre son verdict, des copies. Ah bah oui. Alors, des copies, de copies. Et on va finir par celui-là. Le Journal des Arts. Des faux bois à Herculanum. Les célèbres bois d'Herculanum seraient faux à 95%. Cette révélation émane du Centre national de recherche et de la reconstruction archéologique de Pompéi dirigé par Ciarallo. La falsification aurait été perpétrée durant la période où Amedeo Maiuri, qui a mené des fouilles à Herculanum entre 1927 et 1961, était à la tête de la surintendance napolitaine. L'archéologue aurait couvert de son autorité une restauration abusive des artefacts de bois sortis des fouilles. Oui. Non, c'est bien. Voilà. Bah écoutez, comme ça vous verrez que quand je dis quelque chose, c'est parce que, bah oui, c'est un peu prouvé, enfin prouvé. Voilà. Donc, je sors pas comme ça par envie, tu vois, en disant, oui, quand on me dit, ouais, on a découvert le machin du truc du chose, ouais, faut faire gaffe parce que les 3/4 du temps, c'était faux, en fait. Et les mecs, après, comme je vous dis, ça devient un haut lieu touristique, où ils touchent des pépettes pour leur découverte, du coup, voilà. Donc, il y a toujours un intérêt derrière. Donc, voilà, c'est très rare. Je suis sûre que, parce que des parchemins, c'est vite fait, hein, de faire un parchemin, tu vois, voilà. Bon ben voilà, j'ai terminé cette vidéo un peu dans le noir. Ah ben écoutez, il faut se mettre au goût du jour. En France, on a des problèmes d'énergie, hein, donc voilà. D'ici lundi, je me suis fait une crampe. Passez un bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.